Je l'ai découvert trop tard, et ce retard à là n'était pas une question d'horloge. C'était un retard du cœur, un retard de lucidité, celui qui naît quand on préfère croire à l'amour plutôt qu'aux signes. Évident. Ce jour-là, assise au bout de la table familiale, j'ai compris que pendant que je me taisais pour préserver la paix, mes enfants, eux, préparaient autre chose. On ne va pas lui dire maintenant. Elle ne supporterait pas le choc. La phrase a été prononcée par mon fils, à voix basse, mais assez clairement pour que je l'entende. Il ne savait pas que je me trouvais déjà dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte. Ma fille a répondu par un soupir, comme si la décision était lourde mais nécessaire. Ma belle-fille n'a rien dit. Elle a simplement acquiescé. Ce silence-là m'a transpercé plus que n'importe quel mot. Alors, j'ai reculé d'un pas, lentement, pour ne pas faire de bruit. Mon cœur battait fort, mais mon visage restait calme. J'ai appris depuis longtemps à ne pas laisser mes émotions me trahir. Je me suis assise dans le salon, comme si je n'avais rien entendu, comme si le monde venait de continuer normalement. Ils sont entrés quelques secondes plus tard, souriants, trop souriants, avec cette fausse légèreté de ceux qui cachent quelque chose. Ils parlaient de choses ordinaires, le repas du dimanche, un voisin, une facture à régler. Je répondais, poliment, mécaniquement. À l'intérieur, quelque chose se fissurait. Pas brutalement, lentement, comme une porcelaine ancienne que l'on serre trop fort. Je regardais leurs visages, leurs gestes, leurs regards qui s'évitaient. Tout prenait un autre sens. Depuis quand me cachait à honte des choses? Depuis quand parlait à honte de moi à la troisième personne, comme d'un problème à résoudre? Je repensais aux dernières semaines, aux dernières phrases étranges. On s'en occupe, maman. Ce n'est pas important. Tu te fatigues trop avec tout ça. J'avais souri. J'avais cru à une attention. J'avais voulu croire. Ce jour-là, je n'ai rien dit. Pas par faiblesse, par sidération. Je n'avais pas encore compris l'ampleur de ce qui se tramait. Je sentais seulement que quelque chose m'échappait, que ma place se réduisait sans que je m'en rende compte. J'avais été mère toute ma vie. Présente, fiable, silencieuse quand il le fallait. Et voilà que ce silence devenait l'outil même de ma mise à l'écart. Ils ont sorti des papiers plus tard dans l'après-midi. Pas directement. Toujours avec précaution. Mon fils a parlé d'organisation. Ma fille a évoqué l'avenir. Les choses à prévoir. Ma belle-fille a parlé de sécurité. ISL. Des mots propres, bien choisis, presque rassurants. Je les écoutais, attentive, mais déjà distante. Je sentais que ce discours n'était pas nouveau, qu'il avait été répété ailleurs, sans moi. J'ai demandé de quoi il s'agissait exactement. Mon fils a évité le regard. Il a parlé de formalités, de démarches administratives, de petites choses à signer. Rien de grave, AATA, il dit. Juste pour simplifier. Simplifier quoi? Ma vie. Mes décisions. Mon existence. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus au centre de ma propre histoire. J'étais devenu un dossier, une situation, une inquiétude à gérer. Mes enfants ne me voyaient plus comme une femme capable de comprendre, mais comme quelqu'un qu'il fallait protéger malgré elle. Cette prise de conscience m'a coupé le souffle. Je n'ai pas signé. J'ai dit que je lirais plus tard. Ils ont insisté doucement. Pas trop. Juste assez pour que je comprenne que le temps pressait. J'ai promis de regarder. Ils ont semblé soulagés. Ils pensaient que tout suivrait son cours habituel. Que je finirais par accepter. Comme toujours, le soir, seule dans ma chambre. J'ai repensé à cette phrase entendue dans le couloir. On ne va pas lui dire maintenant. Maintenant. Il y avait donc un moment où l'on comptait me dire. Ou peut-être jamais. J'ai compris alors que ce que je venais de surprendre n'était que la surface. Qu'il y avait eu des discussions, des décisions, des plans élaborés sans moi. Je me suis levée, lentement. J'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis longtemps. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des copies, des lettres, des notes, que j'avais conservées par habitude, par prudence. Pas parce que je me méfiais d'eux. Parce que la vie m'avait appris qu'il faut toujours garder une trace de ceux qui comptent. Je ne savais pas encore ce que j'allais y trouver. Je ne savais pas encore jusqu'où leur préparation allait. Mais une chose était certaine. J'avais découvert quelque chose trop tard. Oui, trop tard pour faire semblant, trop tard pour me taire encore.
Et ce retard-là, je le sentais déjà, allait changer définitivement la manière dont je regarderais mes enfants. Avant cette journée, ma vie s'était déroulée dans une continuité que je croyais solide. J'avais toujours pensé que, malgré les tensions, malgré les silences, il existait une base indiscutable entre mes enfants. Et, moi, la confiance. Cette confiance-là, je l'avais construite, pierre après pierre, sans éclat, sans grande déclaration. Elle venait des gestes répétés, de la présence constante, de cette certitude que leur mère serait toujours là, quoi qu'il arrive. Je repense souvent à mes années de jeunesse, à cette période où tout semblait encore possible. J'avais rencontré leur père tôt, trop tôt peut-être, mais avec cette conviction naïve que l'on peut bâtir une vie sur la suite, patience et le travail. Nous n'avions pas grand à chose, mais nous avions des projets. J'ai appris à compter, à prévoir, à organiser. Très vite, j'ai compris que la stabilité ne tombe pas du ciel, aléa, qu'elle se fabrique dans le silence et l'endurance. Quand les enfants sont arrivés, j'ai mis mes ambitions personnelles de côté sans même y réfléchir. Ce n'était pas un sacrifice héroïque, c'était une évidence. Je voulais qu'ils grandissent sans peur, sans manquer. J'ai travaillé, parfois au-delà de mes forces. J'ai pris en charge les papiers, les décisions, les urgences. Leur père se reposait sur moi, et je ne lui en ai jamais voulu. À cette époque, personne n'aurait osé dire que je ne comprenais pas. Je me souviens des soirées où je m'asseyais enfin, quand tout le monde dormait, pour vérifier une dernière fois les comptes, relire une lettre officielle, préparer le lendemain. J'aimais cette responsabilité silencieuse. Elle me donnait le sentiment d'être utile, nécessaire. Peut-être est à cela que tout a commencé. Sans que je me rende compte, cette habitude d'être celle qui porte sans jamais demander. Les années ont passé, les enfants ont grandi, sont devenus indépendants, sûrs d'eux, rapides dans leurs décisions. Je les regardais avec fierté. Ils parlaient d'un monde qui allait plus vite que le mien, mais je comprenais très bien ce qu'ils disaient. Je choisissais simplement de ne pas m'imposer. Je pensais qu'avec l'âge, la sagesse consiste à se faire discrète. Peu à peu, ils ont commencé à m'aider davantage. C'est ainsi qu'ils présentaient les choses. Ils me proposaient de gérer certains rendez-vous, de trier mes papiers, de m'accompagner dans des démarches. J'acceptais, reconnaissante. Je croyais qu'il s'agissait d'une attention naturelle, d'un retour de ce que j'avais donné. Je ne voyais pas encore que cette aide s'accompagnait d'une prise de place. Il y a eu des phrases qui auraient dû m'alerter. Tu devrais te reposer davantage. Laisse à nous faire. Tu n'as plus besoin de t'occuper de ça. Je les entendais sans les analyser. J'avais envie de croire que mes enfants me protégeaient. J'avais envie de croire que vieillir signifiait simplement déléguer un peu. Je n'étais pas malheureuse, pas vraiment. Mais je sentais parfois une fatigue étrange. Différente de la fatigue physique. Une fatigue d'être mise à l'écart, doucement, sans que cela soit jamais formulé clairement. Je repoussais cette impression. Je me disais que j'exagérais, que je devenais sensible pour rien. Une mère ne se méfie pas de ses enfants. Avec le recul, je vois à quel point mon silence les a rassurés. Parce que je ne protestais pas, ils ont cru que tout allait bien. Parce que je ne posais pas de questions, ils ont pensé que je ne voyais pas. Ils n'ont jamais pris le temps de vérifier ce que je comprenais réellement. Ils se sont contentés de l'image qu'ils avaient fabriquée. Dans cette vie d'avant, je continuais pourtant à faire une chose essentielle, presque instinctive. Je conservais les papiers importants, je gardais des copies. Je notais des dates, des échanges, des décisions. Pas par méfiance, par habitude. La vie m'avait appris que la mémoire est fragile, mais que l'écrit reste. Ce geste discret, personne n'y prêtait attention. Il ne semblait pas dangereux. Je croyais encore que la famille est un espace où l'on peut se reposer, où l'on n'a pas besoin de se défendre. Je n'avais pas compris que l'amour, quand il n'est pas accompagné de respect, peut devenir une justification commode pour décider à la place de l'autre. Ce jour-là, dans le couloir, quand j'ai entendu cette phrase chuchotée à mon sujet, toute cette vie d'avant s'est alignée dans mon esprit. Ce n'était pas une trahison soudaine. C'était le résultat logique de longues années où j'avais laissé croire que je n'avais plus besoin d'être consultée. Et j'ai compris, avec une lucidité douloureuse, que ce que mes enfants préparaient ne datait pas d'hier. Les premiers signes n'ont pas surgi comme une alerte franche. Ils se sont glissés dans le quotidien, discrets, presque bienveillants en apparence. Des phrases dites avec douceur, des gestes présentés comme de l'aide,
des décisions déjà prises quand on m'en parlait. Je les ai accueillies sans résistance, convaincue que l'attention de mes enfants ne pouvait pas me nuire. Il y a eu d'abord les questions répétées, posées avec une lenteur inhabituelle. Tu es sûre de te souvenir de ce mot de passe? Tu es certaine que c'est bien cette date? Je répondais calmement, parfois en souriant, pour ne pas paraître susceptible. À chaque fois, je sentais pourtant une petite piqûre intérieure, une mise à l'épreuve silencieuse. Comme si mes réponses servaient moins à informer qu'à vérifier. Puis, sont venues les décisions annoncées après coup. Un rendez-vous, fixé sans le consulter. Un document déjà préparé. Un changement, présenté comme évident. Ce sera plus simple ainsi, disait mon fils. On a pensé que ça t'éviterait du stress, ajoutait ma fille. Je me disais que ce n'était pas grave. Que déléguer faisait partie du vieillissement. Je n'avais pas compris que l'on ne me proposait plus de déléguer. Mais de disparaître doucement du processus. Ma belle-fille avait une manière très particulière de rendre ces glissements acceptables. Elle parlait d'organisation, d'anticipation, de confort. Elle classait mes papiers en souriant, déplaçait des dossiers en disant que c'était plus logique. Je la regardais faire avec un mélange de reconnaissance forcée et de malaise diffus. Je ne voulais pas être celle qui complique, celle qui refuse une aide, présentée comme raisonnable. Les humiliations n'étaient jamais frontales. Elles se cachaient dans des plaisanteries légères. Mon fils riait de mes habitudes. Ma fille soupirait quand je prenais trop de temps pour expliquer quelque chose. On finissait mes phrases à ma place. On parlait plus fort, plus vite, comme si j'avais besoin que l'on me guide. Je laissais faire. Je me disais que répondre serait excessif, presque ridicule. Un après-midi, j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censée entendre. J'étais dans la pièce d'à côté, la porte entr'ouverte. J'ai reconnu mon prénom, puis des mots comme compliqué, fatigant. Il va falloir faire quelque chose. Les voix se sont tues dès que j'ai fait un bruit. Quand je suis entrée, on m'a accueilli avec des sourires trop rapides, trop appliqués. Je n'ai rien dit. Mais quelque chose s'est figé en moi. À partir de là, j'ai commencé à observer. Non par méfiance, mais par nécessité. Je remarquais les regards échangés quand je posais une question. Les silences soudains quand j'entrais dans une pièce. Les conversations interrompues. Je sentais que quelque chose se construisait sans moi, et que mon rôle se limitait désormais à ne pas déranger ce qui était en train de se décider. Je continuais pourtant à me taire. Par habitude. Par peur aussi. Peur de provoquer un conflit irréversible. Peur d'être celle qui dramatise. J'avais toujours été la mère qui apaise, qui amortit, qui comprend. Je pensais encore que le silence préserverait l'essentiel. Je n'avais pas compris que ce silence, là, nourrissait une certitude dangereuse chez eux. Car mon absence de réaction devenait une validation implicite. Puisque je ne protestais pas, ils pouvaient aller plus loin. Puisque je ne posais pas de limites, ils pouvaient décider. Je me rendais compte que mon calme était interprété comme de l'ignorance, mon retrait comme un aveu d'incapacité. Un soir, en rangeant mes affaires, je me suis surprise à noter certaines choses dans un carnet. Des dates, des phrases exactes, des situations qui m'avaient mise mal à l'aise. Ce geste m'a étonnée moi-même. Je ne cherchais pas à constituer une preuve contre eux. Je cherchais à me rassurer. À me dire que je n'inventais rien, que ce que je ressentais avait une base réelle. Ils pensaient sans doute que je ne remarquais pas ces détails, que l'âge m'empêchait de relier les choses entre elles. Ils se trompaient. Je comprenais très bien. Je choisissais seulement de ne pas parler. Pas encore, parce qu'au fond de moi, je sentais confusément que le jour où je parlerais, ce ne serait pas pour demander des explications. Ce serait pour poser une limite. Et cette limite, je le pressentais déjà, ne serait pas négociable. La découverte ne s'est pas faite dans un éclat brutal, mais dans une lente montée de froid. Un matin ordinaire, sans présage particulier, j'ai voulu retrouver un document précis qu'une administration me réclamait. Rien d'urgent, pensée à jeu. J'ai ouvert un tiroir que je consultais rarement depuis que mes enfants avaient proposé de m'aider à faire du tri. Tout y était rangé avec une rigueur inhabituelle, presque étrangère à mes habitudes. En feuilletant les chemises, une enveloppe m'a arrêtée. Elle portait mon nom, écrit d'une main qui n'était pas la mienne. Cette simple différence a suffi à me faire hésiter. J'ai senti ce moment de suspension intérieure,
celui où l'on sait déjà que ce que l'on va lire ne pourra pas être refermé sans conséquence. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement. À l'intérieur, il y avait des copies de documents me concernant directement. Des formulaires partiellement remplis. Des courriers rédigés, prêts à être envoyés. Des phrases soigneusement choisies, évoquant ma situation, mon âge, ma fatigue supposée. On parlait de mesures à prendre, de gestion facilitée, de décisions à anticiper. Tout était formulé avec un vocabulaire neutre, presque protecteur. Et pourtant, chaque ligne me retirait un peu plus la parole. Je me suis assise. J'ai relu chaque page, une à une. Les dates correspondaient. Les intentions étaient claires. Ce n'était pas une simple réflexion, ni une hypothèse isolée. C'était un plan. Un plan construit dans le temps, discuté, ajusté, sans jamais me consulter. J'ai compris alors que ce que j'avais entendu dans le couloir n'était pas un hasard, mais l'aboutissement d'un processus déjà bien engagé. Ce qui m'a blessé le plus n'était pas l'idée d'anticiper l'avenir. J'y avais moi-même pensé, parfois. Ce qui m'a brisé intérieurement, c'était l'absence totale de ma voix. Rien, dans ces documents, ne laissait entendre que j'avais été interrogée, écoutée, associée. J'étais décrite, évaluée, encadrée. Jamais consultée. J'ai refermé l'enveloppe avec soin. Mes mains ne tremblaient pas. Une lucidité froide s'est installée en moi. Tout ce que j'avais ressenti confusément jusqu'à là prenait une forme nette. Les regards échangés, les phrases dites à voix basse, les décisions annoncées après coup. Tout s'alignait soudain. Je n'avais pas exagéré. Je n'avais pas mal interprété. J'avais simplement compris trop tard. Quand mes enfants sont arrivés ce soir-là, je n'ai rien dit tout de suite. Je les ai laissés parler de leur journée, de choses ordinaires. Je les observais avec une attention nouvelle. Leurs gestes, leur silence, leur manière d'éviter certains sujets. Je voyais désormais ce qu'ils taisaient, ce qu'ils pensaient me cacher encore. À un moment, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Sans accusation, sans colère. J'ai simplement demandé depuis quand ils travaillaient sur ces documents. Le silence qui a suivi a été long, lourd, révélateur. Mon fils a parlé le premier. Il a évoqué la prudence, la nécessité d'anticiper, le fait que c'était pour mon bien. Sa voix se voulait rassurante, presque affectueuse. Ma fille a ajouté que je me fatiguais trop, qu'il fallait penser à l'avenir, que ce serait plus simple ainsi. Elle parlait sans me regarder vraiment, comme si affronter mon regard rendait ses mots trop lourds. Ma belle-fille est restée silencieuse, attentive, concentrée, comme si elle évaluait encore la meilleure manière de maintenir le cap. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'en avaient jamais parlé. Mon fils a répondu que ce n'était pas le bon moment. Cette phrase m'a traversée comme une lame. Le bon moment pour qui? Pour eux. Parce que pour moi, le bon moment aurait été le premier instant où l'idée leur était venue. Je leur ai expliqué calmement ce que je voyais dans ces documents. Ce que cela impliquait. Ce que cela me faisait ressentir. Je ne cherchais pas à provoquer un conflit. Je posais des faits. Plus je parlais, plus je sentais leur gêne grandir. Ils n'avaient pas prévu cette lucidité. Ils pensaient que je comprendrais mal ou que je me laisserais rassurer. Mon fils a tenté de minimiser, parlant de simples précautions. Ma fille a murmuré qu'il voulait seulement m'aider. Je leur ai répondu que l'aide n'existe pas sans consentement et que décider à la place de quelqu'un n'est jamais un geste. Neutre, même quand il est enveloppé de bonnes intentions. Ce soir-là, j'ai compris que la frontière avait été franchie bien avant cette enveloppe. L'enveloppe n'était que la preuve matérielle d'une décision déjà prise, sans moi. Et j'ai su, avec une certitude douloureuse, que ce que mes enfants préparaient ne relevait plus de la protection, mais d'une mise à l'écart organisée. Après cette révélation, je n'ai pas été submergée par une colère spectaculaire. Ce qui s'est installé en moi, d'abord, c'est une fatigue ancienne qui trouvait enfin son mot. Une fatigue de l'âme, lourde et précise, comme si mon corps comprenait avant ma tête que quelque chose d'essentiel venait de se rompre. Je n'étais pas épuisée par l'âge. J'étais épuisée par l'effacement progressif de ma place. Les nuits qui ont suivi ont été agitées. Je me réveillais bien avant l'aube, le regard fixé sur le plafond, écoutant le silence de l'appartement. Ce silence n'était plus un refuge. Il était devenu une chambre d'écho. Les phrases entendues revenaient, non pour me blesser davantage, mais pour s'ordonner.
Je revoyais l'enveloppe, les formulations prudentes, les décisions déjà écrites. Je revoyais surtout leur visage, ce mélange d'assurance et de gêne, comme si tout cela allait de soi. Je me suis interrogée sans complaisance. À quel moment avais-je cessé d'être consultée? À quel moment avais-je accepté que l'on parle pour moi? J'ai compris que cette situation n'était pas née d'un seul geste, oui, mais d'une longue suite de renoncements discrets. Chaque fois que j'avais dit ce n'est pas grave, j'avais reculé d'un pas. Cette lucidité ne me faisait pas du bien. Elle m'était nécessaire. Elle m'obligeait à regarder ma propre responsabilité sans m'accabler. J'avais cru que l'amour justifiait tout. J'avais confondu patience et abandon de soi. Je comprenais désormais que le silence, quand il devient une habitude, peut être interprété comme un accord. Et cet accord-là, mes enfants l'avaient pris pour acquis. Pour ne pas me perdre dans ce tumulte intérieur, j'ai commencé à écrire. Pas pour raconter une histoire, pas pour me plaindre, pour mettre de l'ordre. J'ai noté les faits, les dates, les mots exacts employés. J'ai séparé ce qui relevait de mon ressenti de ce qui était objectivement établi. Cette écriture m'a apporté une stabilité inattendue. Elle me permettait de ne pas douter de moi-même, de ne pas me laisser glisser vers l'idée que j'exagérais. Je priais parfois, sans formule apprise, sans attente de réponse spectaculaire. Je demandais simplement de rester fidèle à moi-même, de ne pas céder à la tentation de tout oublier pour retrouver un calme artificiel. Je savais désormais que revenir au silence ancien serait une trahison de plus, mais cette fois envers moi-même. Avec mes enfants, les échanges sont devenus plus prudents. Ils sentaient que quelque chose avait changé, même s'ils ne le formulaient pas. Ils tentaient parfois de reprendre des conversations légères, comme si la normalité pouvait effacer ce qui avait été révélé. Je répondais avec calme, sans agressivité, mais sans cette disponibilité immédiate qui avait longtemps été la mienne. Voilà. Je n'étais plus là pour rassurer à tout prix. Un matin, en relisant mes notes, j'ai compris que rester immobile serait une erreur. Pas encore agir ouvertement, mais me préparer. Mais ce qui avait été conçu dans le silence ne pouvait être défait par une réaction impulsive. Il fallait de la méthode, de la patience, une clarté qui ne laisse aucune place au flou. Cette idée s'est imposée à moi avec une évidence tranquille. Cette décision intérieure m'a apporté un apaisement étrange. Je n'étais plus coincée entre la peur de perdre mes enfants et celle de me perdre moi-même. J'avais trouvé un autre chemin, celui de la fermeté calme. Je pouvais aimer sans m'effacer, comprendre sans accepter, être présente sans me laisser déposséder. Je me suis fait une promesse simple, presque solennelle. Plus jamais une décision engageant ma vie ne serait prise sans mon accord éclairé. Plus jamais je ne signerais sans comprendre. Cette promesse n'était dirigée contre personne. Elle était un engagement envers moi-même. Et ce simple engagement changeait déjà ma posture, ma manière de parler, de regarder, de me taire aussi. Je savais que cette phase d'introspection n'était pas une fin. Elle était une transition. Une étape nécessaire avant l'action. Je n'avais pas encore décidé comment, ni quand je poserais des limites visibles. Mais je savais une chose essentielle. J'avais découvert trop tard ce que mes enfants préparaient, oui. Trop tard pour faire semblant, mais pas trop tard pour reprendre ma place. Et cette certitude, même fragile encore, me donnait une force nouvelle, silencieuse, prête à s'ancrer dans des actes. La préparation s'est faite sans éclat, presque comme une respiration retrouvée. Je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit. J'avais besoin de comprendre, puis d'agir avec précision. J'ai commencé par reprendre possession de mes papiers, tous. Ceux que l'on m'avait aidé à classer, ceux que l'on avait déplacés sans me demander, ceux que je consultais rarement. Je les ai étalés sur la table du salon, par catégorie, par date, par thème. Ce geste simple m'a rendu à moi-même. Chaque feuille retrouvée me rappelait une décision assumée, un choix ancien, une responsabilité portée sans bruit. Je me suis ensuite renseignée seule, sans avertir mes enfants, sans chercher leur assentiment. J'avais besoin d'un regard neutre, extérieur à l'affect. J'ai pris rendez-vous discrètement, loin de leurs habitudes, loin des lieux où l'on me connaissait comme mère avant d'être une femme. J'y suis allée avec un dossier clair, sans récit inutile. J'ai exposé les faits tels qu'ils étaient, sans dramatisation. Les documents préparés sans moi.
les décisions envisagées à mon insu, les pressions douces, les silences organisés. On m'a écouté attentivement. Puis on m'a expliqué, avec calme, ce que cela impliquait réellement, ce qui était possible, ce qui ne l'était pas, ce qui devait être formalisé pour que ma volonté ne puisse plus être contournée. Il n'y avait ni promesse de victoire rapide, ni discours alarmiste. Il y avait quelque chose de plus précieux. De la lisibilité. Une carte claire d'un territoire que l'on avait tenté de moter sans m'en montrer les limites. En sortant, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un ancrage. Je savais désormais où je me situais, ce que je pouvais accepter, ce que je devais refuser, ce que je devais écrire noir sur blanc pour que mes décisions existent, indépendamment des interprétations. Cette connaissance a fait reculer la peur. Pas parce que tout était réglé, mais parce que tout devenait compréhensible. J'ai ensuite posé des actes concrets, discrets, mais décisifs. J'ai pris soin de réorganiser certains éléments administratifs à mon nom, sans annonce inutile. Non par dissimulation, mais par nécessité. Je voulais que les choses existent avant d'être discutées, que mes choix soient déjà posés quand viendrait le temps des explications. J'ai rédigé des notes précises, datées, exprimant ma volonté sans ambiguïté. Rien de spectaculaire, juste des fondations solides. À la maison, le quotidien semblait inchangé. Les mêmes horaires, les mêmes gestes, les mêmes silences parfois. Mais ma posture avait changé. Je ne répondais plus par automatisme. Je posais des questions. Je demandais des précisions. Je prenais le temps. Ce temps-là, je sentais qu'il les mettait mal à l'aise, parce qu'ils n'étaient plus à leurs mains. Ils ne pouvaient plus avancer sans me regarder. Chaque soir, je consignais mes démarches dans un carnet. Pas pour me rassurer, mais pour garder une mémoire claire. J'y notais aussi mes états intérieurs, afin qu'ils n'influencent pas mes décisions à mon insu. Cette discipline m'a protégée de l'impulsivité. Elle m'a permis de rester droite sans devenir dure, ferme sans être fermée. Il y avait des moments de fatigue, des instants où je me demandais pourquoi tout cela devait être si compliqué, surtout face à mes propres enfants. Puis je repensais à l'enveloppe, aux phrases prononcées sans moi, à ce qui se préparait dans mon dos. Et je retrouvais ma détermination. Ce que je faisais n'était ni excessif, ni tardif. C'était nécessaire. Je ne cherchais pas à les piéger. Je ne cherchais pas à les humilier. Je cherchais à rétablir une vérité simple. Ma vie m'appartient. Cette vérité n'avait pas besoin de cris, ni de menaces. Elle demandait des actes cohérents, posés, irréversibles. Elle demandait surtout de ne plus reculer. Ils avaient cru que le silence me rendrait malléable. Ils n'avaient pas compris que ce même silence, une fois repris par moi, devenait une force de préparation. Une force patiente, méthodique, qui n'avait plus besoin de s'expliquer. Et dans cette préparation discrète, je savais déjà que le moment viendrait où je n'aurais plus à défendre ma place. Il suffirait de la prendre, calmement, définitivement. La confrontation n'a pas pris la forme d'un affrontement brutal. Elle est arrivée le jour où j'ai cessé d'accepter les demi-phrases et les sourires prudents. J'ai compris que si je ne parlais pas maintenant, ce que mes enfants préparaient continuerait d'avancer sans moi, avec cette efficacité tranquille qui écrase tout sur son passage. Je leur ai demandé de venir un dimanche après-midi. Pas pour une urgence, pas pour une signature, simplement pour parler. Cette simplicité les a rassurés. Ils sont arrivés ensemble, presque détendus, convaincus que je voulais être rassurée, peut-être même recadrée. J'avais préparé du thé. La table était dégagée. Rien ne laissait deviner ce qui allait se dire. Mon fils a commencé à parler rapidement, comme toujours, en évoquant l'organisation à venir, les démarches qu'il faudrait prévoir, les choses à simplifier. Ma fille ajoutait quelques phrases prudentes, cherchant à maintenir l'équilibre. Ma belle-fille observait, attentive, silencieuse, prête à intervenir si nécessaire. Je les ai laissés parler jusqu'au bout, sans les interrompre, sans acquiescer non plus. Quand le silence s'est installé, je n'ai pas cherché à le combler. J'ai simplement posé la question que je retenais depuis trop longtemps. Depuis quand avez-vous commencé à décider sans m'en parler? La phrase est restée suspendue entre nous. Mon fils a réagi le premier. Il a parlé d'intention, de protection, de prudence. Il disait vouloir mon bien, avec une sincérité apparente.
Je lui ai répondu calmement que décider sans informer n'est pas protéger, c'est remplacer. Que préparer des documents sans me consulter n'est pas anticiper, c'est exclure. Je ne criais pas, je constatais. Cette absence de colère les a déstabilisés. Ils ne savaient plus sur quel terrain se défendre. Ma fille a alors parlé de peur. Peur que je me fatigue. Peur que je sois dépassée. Elle disait cela avec émotion, les yeux brillants. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. Je lui ai dit que la peur n'autorise pas la confiscation, que l'on n'aide pas quelqu'un en lui retirant sa capacité de décider. Elle a baissé les yeux. Elle savait que j'avais raison. Ma belle-fille est intervenue à son tour. Elle a parlé de logique, de sécurité, de procédure. Tout semblait raisonnable, presque irréprochable. Je lui ai répondu que la raison sans dialogue devient domination. Et que ce qui paraît évident à celui qui décide ne l'est jamais pour celui à qui l'on impose. Son silence s'est refermé sur lui-même. Elle n'avait pas prévu cette réponse. J'ai alors posé sur la table quelques documents. Pas tous, juste assez. Des copies, des dates, des formulations exactes. Je n'ai pas expliqué comment je les avais obtenus. Je n'en avais pas besoin. Leur simple présence changeait la donne. Je voyais l'inquiétude passer dans leur regard. Ils comprenaient que je n'avais pas seulement compris. J'avais anticipé. Je leur ai dit ce que j'avais décidé. Certaines démarches s'arrêtaient immédiatement. D'autres seraient redisputées avec moi, clairement, sans zone d'ombre. Et si ce cadre ne leur convenait pas, je saurais prendre mes distances. Je n'ai pas parlé de sanctions. Je n'ai pas menacé. J'ai posé des limites simples, non négociables. Mon fils s'est emporté. Une colère brève, mal contenue, qui trahissait surtout sa peur de perdre le contrôle. Il a parlé de tout ce qu'il faisait pour moi, de l'ingratitude. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai répondu que l'aide n'est pas une dette qui autorise la dépossession, et que refuser de disparaître n'est pas de l'ingratitude. Ma fille pleurait, en silence. Elle disait qu'elle ne voulait pas que la famille se brise. Je lui ai répondu que la famille ne se brise pas quand on dit la vérité. Elle se brise quand on la contourne trop longtemps. Ces mots étaient durs, mais nécessaires. Je ne pouvais plus les protéger de ce qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Mais, quand ils sont repartis, la maison est redevenue silencieuse. Un silence différent, dense, mais stable. Je me suis assise, épuisée, mais droite. Je n'avais pas gagné une bataille. Je n'avais pas perdu non plus. J'avais repris ma place, et cette place ne dépendait plus de leur approbation. Ce jour-là, ils ont compris que ce qu'ils allaient préparer sans moi ne pourrait plus se faire dans l'ombre. Ils avaient cru que ma patience était une faiblesse. Ils découvraient qu'elle était une force, tant qu'elle était choisie. Et que lorsqu'elle cessait de l'être, elle laissait place à quelque chose de plus ferme encore. J'avais découvert trop tard ce qu'ils préparaient, oui. Mais pas trop tard pour dire non. Pas trop tard pour poser des limites. Pas trop tard pour redevenir le sujet de ma propre vie. Et dans ce silence que j'avais enfin repris pour moi, je sentais déjà que rien ne pourrait revenir en arrière. Après cette confrontation, quelque chose s'est déplacé définitivement. Pas dans les faits immédiats, mais dans la structure invisible de nos relations. La maison semblait la même, les objets à leur place, les habitudes intactes. Pourtant, tout était différent. Ce qui s'était fissuré ne pouvait plus être réparé par des gestes ordinaires. La confiance ne se répare pas par la répétition, seulement par la vérité. Et la vérité avait déjà fait son œuvre. Les jours suivants, mes enfants ont tenté de reprendre contact, comme si rien n'avait vraiment changé. Des messages courts, des appels prudents, des propositions d'aide qui sonnaient désormais creux. Je répondais avec correction, sans dureté, mais sans cette chaleur immédiate qui avait longtemps été la mienne. Je ne jouais plus mon ancien rôle. Je n'étais plus là pour lisser, pour apaiser à tout prix, pour réparer leur malaise. Je sentais leur désarroi, même quand ils ne le formulaient pas. Ils ne savaient plus comment me parler. Ils avaient perdu leur repère. Pendant des années, ils avaient avancé avec la certitude que je finirais toujours par céder, par comprendre, par me taire. Cette certitude venait de se dissoudre, et face à cette perte de contrôle, chacun réagissait à sa manière.
Mon fils oscillait entre froideur et tentative, maladroite de justification. Il parlait de stress, de responsabilité, de tout ce qui l'aurait poussé à agir ainsi. Je l'écoutais sans intervenir. Je ne cherchais plus à corriger son récit. Il devait désormais faire son propre chemin avec ce qu'il avait fait. Ma fille, elle, se repliait. Ses messages devenaient plus rares, plus hésitants. Je devinais sa culpabilité. Mais je savais que la culpabilité ne suffit pas à reconstruire un lien sain. La famille, telle que je l'avais connue, commençait à se désagréger lentement. Pas dans le bruit, mais dans la distance. Les conversations superficielles remplaçaient les échanges sincères. Les non-dits se multipliaient. Chacun cherchait sa place dans cette nouvelle configuration où je n'étais plus le centre silencieux qui absorbait tout. Je n'ai pas cherché à maintenir artificiellement ce qui se défaisait. J'avais compris que certaines ruptures sont nécessaires pour que les choses prennent une forme plus juste. Rester aurait été une manière de cautionner ce qui m'avait blessé. Partir n'était pas une fuite. C'était une réorientation. J'ai commencé à envisager un autre espace. Pas forcément loin, mais suffisamment différent pour marquer un changement. Je ne voulais plus vivre dans un lieu chargé de décisions prises à ma place, de conversations murmurées derrière des portes fermées. J'avais besoin d'un endroit neutre, sans mémoire imposée, où je pourrais respirer, sans me demander ce qui se décidait sans moi. Cette idée a mûri sans précipitation. Je n'en ai parlé à personne au début. Je voulais qu'elle m'appartienne entièrement. J'ai visité quelques lieux, observé la lumière, le silence, la manière dont je m'y sentais. Je cherchais moins un confort matériel qu'une sensation intérieure de justesse. Et un jour, sans grande émotion, j'ai su que c'était là. Quand j'ai annoncé ma décision, les réactions ont été révélatrices. Mon fils a parlé de surprise, presque de reproche. Ma fille a demandé pourquoi, si soudainement. J'ai répondu simplement que ce n'était pas soudain, que cela faisait longtemps que quelque chose se préparait en moi aussi. Ils n'ont pas insisté, peut-être parce qu'ils sentaient que cette fois, aucune discussion ne ferait reculer ce choix. Le départ s'est fait dans le calme. J'ai emporté peu de choses, l'essentiel. Ce que j'avais choisi, non ce qui m'avait été laissé. En quittant la maison, je n'ai pas ressenti de tristesse écrasante. Il y avait une gravité douce, un sentiment de clôture nécessaire. Je ne quittais pas mes enfants. Je quittais une position qui ne me convenait plus. Installé ailleurs, j'ai commencé à regarder cette période avec une distance nouvelle. La colère s'était dissipée. Restait une lucidité tranquille. Je voyais comment les rôles s'étaient inversés, comment mon silence avait été interprété, comment leur peur avait nourri leur besoin de contrôle. Je n'excusais pas, je comprenais. Et cette compréhension Allah me libérait. Je savais que la suite ne serait pas une réconciliation immédiate. Peut-être même pas une réconciliation du tout. Mais je savais aussi que ce qui avait éclaté ne pouvait plus être ignoré. La famille que nous allions devenir, si elle existait encore, ne ressemblerait plus à celle d'avant. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne m'effrayait plus. La vie que j'ai commencée après ce départ n'avait rien d'extraordinaire, et c'est précisément ce qui la rendait précieuse. Elle s'est installée doucement, sans promesses tapageuses, sans besoin de justification. Les journées avaient retrouvé un rythme simple, presque oublié. Je me levais quand je voulais. Je marchais sans regarder l'heure. Je laissais les silences s'étirer, sans chercher à les remplir. Mon nouveau logement était modeste, lumineux, dépourvu d'histoire familiale. Les murs n'avaient rien entendu de mes renoncements passés. Ils ne portaient ni reproches, ni attentes. J'ai compris alors à quel point les lieux absorbent ce que l'on y vit. Ici, personne n'avait décidé pour moi. Cette absence de pression était un soulagement physique. Les premiers jours, je me suis surprise à écouter mon propre corps. Une fatigue réelle, mais différente. Pas celle de l'angoisse. Une fatigue saine, celle qui suit une journée vécue pleinement, sans tension intérieure. Je redécouvrais le plaisir de faire peu, mais de le faire pour moi. Lire quelques pages. Préparer un repas simple. Regarder la lumière changer au fil des heures. Je pensais encore à mes enfants, bien sûr. Mais ces pensées n'avaient plus le goût amer de la trahison immédiate. Elles étaient devenues plus distantes, plus nuancées. Je me souvenais de leur enfance, de leurs rires, de ce que nous avions partagé avant que tout ne se complique. Je n'effaçais rien.
Je replaçais simplement chaque souvenir à sa juste place. Les contacts avec eux existaient encore, mais ils étaient rares. Prudent, nous avancions à tâtons dans cette nouvelle configuration. Je ne cherchais plus à guider, ni à réparer. Je laissais les échanges venir quand ils le pouvaient. J'avais compris que certaines relations ont besoin de silence pour se réinventer ou pour s'éteindre dignement. Dans ce quotidien apaisé, j'ai retrouvé une forme de confiance en moi que je croyais perdue. Pas une confiance arrogante, mais une certitude tranquille. Je savais désormais que je pouvais vivre sans être constamment validée par les autres. Cette découverte m'a rendue plus attentive, plus présente, mais aussi plus ferme quand il le fallait. J'ai noué quelques liens discrets. Des voisins, des visages croisés régulièrement, des échanges simples, rien d'envahissant, juste assez pour sentir que j'existais dans le monde autrement que par mon rôle de mère. Ces relations sans passé commun étaient étonnamment légères. Personne n'attendait que je sois autre chose que ce que j'étais. Il m'arrivait parfois de ressentir une pointe de regret. Pas pour être partie, mais pour ce qui aurait pu être différent si les choses avaient été dites plus tôt. Je ne m'y attardais pas. Le regret n'était plus un poids. Il était une trace, une information. Il me rappelait simplement que l'amour, sans parole claire, peut se transformer en malentendu durable. Je n'ai pas cherché à donner un sens héroïque à ce que j'avais vécu. Il n'y avait ni victoire éclatante, ni défaite totale. Il y avait un réalignement. Une correction tardive, mais nécessaire. Je n'étais pas sortie indemne, mais je n'étais pas détruite non plus. J'étais devenue plus juste envers moi-même. Avec le temps, j'ai compris que cette nouvelle vie n'était pas une parenthèse. Elle était une continuité différente. Je n'avais pas fui mon passé. Je l'avais traversé. Et cette traversée m'avait appris une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place, tant que l'on accepte de payer le prix du changement. Je vivais désormais, sans stratégie cachée, sans attente secrète. Je ne préparais plus rien dans l'ombre. Je me contentais d'habiter pleinement ce que j'avais choisi. Et dans cette simplicité retrouvée, je sentais une force discrète, stable, qui ne dépendait plus de la reconnaissance des autres. Et bien, cette force-là, je la savais, fragile. Mais je savais aussi qu'elle était mienne, et qu'elle me suffirait pour affronter ce qui viendrait ensuite. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne cherche plus à refaire l'histoire. Je ne me demande plus ce que j'aurais dû dire plus tôt, ni à quel moment précis tout aurait pu basculer autrement. Ces questions-là m'ont longtemps tenu éveillée, mais elles n'ont plus de prise sur moi. J'ai compris que certaines vérités ne se révèlent qu'au moment où l'on est enfin prête à les affronter, même si ce moment arrive tard. Je ne me définis plus par ce que mes enfants ont tenté de préparer sans moi. Ce qu'ils ont fait leur appartient. Ce que j'en ai fait m'appartient aussi. Il m'a fallu du temps pour accepter cette distinction, pour ne plus tout porter sur mes épaules comme je l'avais toujours fait. Être mère ne signifie pas disparaître. Aimer ne signifie pas renoncer à soi. Je pense parfois à cette femme que j'étais avant, celle qui croyait que se taire était une preuve de maturité, que céder évitait les conflits, que comprendre suffisait à être respectée. Et je ne la juge pas. Elle a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Elle aimait profondément. Elle voulait protéger. Elle ignorait simplement que le silence, quand il n'est pas choisi, finit par devenir une arme retournée contre soi. Mes enfants sont toujours présents dans ma vie, mais autrement. Il n'y a plus cette illusion d'évidence, cette certitude que tout va de soi parce que nous partageons un lien du sang. Mais il y a des échanges plus rares, plus mesurés, parfois maladroits, et je l'accepte. Je n'ai plus besoin que tout soit fluide pour me sentir en paix. La paix que j'ai trouvée ne dépend plus de leur regard. Je n'ai pas cherché à obtenir des excuses. Elles auraient peut-être soulagé une part de moi, mais elles n'auraient pas réparé l'essentiel. Ce qui comptait, c'était de retrouver mon axe intérieur. De pouvoir me lever le matin, sans cette sensation d'être en trop, de gêner, d'être un problème à gérer. Cette dignité retrouvée n'a pas de prix. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce, surtout quand je pense à ce que la famille aurait pu être si la parole avait circulé librement. Je laisse cette mélancolie passer. Elle ne m'engloutit plus. Elle me rappelle simplement que j'ai aimé sincèrement, sans calcul, et que cet amour, même s'il a été mal reçu, reste une richesse en moi. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui, comme moi,
sentant confusément que quelque chose se décide sans eux, je ne leur dirai pas de se battre, ni de crier, ni de rompre brutalement. Je leur dirai d'écouter ce malaise discret, cette impression d'être mise de côté, sous couvert de bienveillance. Je leur dirai de ne pas attendre que l'on parle à leur place trop longtemps. Car il arrive un moment où continuer à se taire n'est plus un choix, mais une abdication. Et ce moment-là, quand il est reconnu, demande du courage. Pas le courage spectaculaire des affrontements, mais celui, plus rare, de la fermeté calme. Celui qui consiste à poser des limites sans haine, à reprendre sa place sans demander la permission. J'ai découvert trop tard ce que mes enfants préparaient. C'est vrai. Trop tard pour éviter la blessure. Mais pas trop tard pour transformer cette blessure en point d'appui. Pas trop tard pour me relever autrement. Pas trop tard pour redevenir pleinement responsable de ma vie. Aujourd'hui, je vis sans surveiller les non-dits, sans craindre les décisions prises dans mon dos. Je vis avec cette certitude tranquille que rien d'essentiel ne peut plus m'être retiré sans mon consentement. Et cette certitude, je la dois à un choix simple, mais décisif, celui de ne plus confondre amour et effacement. Car j'ai appris, à un âge où l'on croit parfois qu'il est trop tard pour apprendre encore, que le silence peut aussi être une forme de justice.